Bonjour, vous regardez Période d'essai, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui écrivent le monde du travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rémi Ponge, qui est auteur de Se tenir debout, un siècle de lutte contre les souffrances au travail. C'est publié aux éditions La Dispute et déjà disponible en librairie. Rémi, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et de ce qui vous a mené à travailler sur la question des souffrances au travail? Absolument. Donc du coup, moi je suis maître de conférence en sociologie. Pour en arriver là, j'ai fait une thèse de sociologie, donc c'est-à-dire que j'ai étudié un sujet pendant plusieurs années, donc là en l'occurrence le sujet de la souffrance au travail et de la manière dont tout un tas d'acteurs, syndicalistes, scientifiques, médecins, inspecteurs du travail s'en sont emparés. Et voilà, et après j'ai eu la chance d'être recruté à l'université. Actuellement, je travaille à l'université d'Aix-Marseille. Alors, pourquoi avoir choisi ce titre, Se tenir debout? Alors c'est une excellente question. Ce titre, il a deux significations. La première, c'est d'illustrer ce que ça suppose, une fois qu'on a fait un burn-out, justement de se remettre sur pied, de se remettre debout. Et j'en profite pour rappeler que selon les sondages, il y a entre 2,5 millions à 3 millions de personnes qui estiment avoir fait un burn-out lié à leur activité professionnelle. Donc c'est vraiment un phénomène très important. Ça, c'est la première chose, se remettre debout, voilà, retrouver sa santé. Et le deuxième, c'est pour illustrer justement ce siècle de lutte syndicale, de scientifiques, de personnes qui se sont tenues debout, donc c'est-à-dire qui ont résisté à la dégradation de leurs conditions de travail et qui se sont mobilisées pour que leur travail soit plus confortable et plus de sens et qu'ils puissent y vivre sans y perdre leur santé. Il y a un extrait, moi, Rémi, qui m'a particulièrement frappé dans l'ouvrage, je me permets de le lire. Lorsque j'ai commencé ma thèse, dont ce livre est tiré, je me suis heurté à deux idées reçues dans le monde militant comme scientifique. La première est que les syndicats ne se seraient pas préoccupés de la santé des salariés et encore moins de leur santé physique. La seconde affirme que les souffrances au travail sont un problème récent, apparu à la fin des années 90, du fait des transformations néolibérales du travail. En creusant un peu, je suis pourtant vite tombé sur des traces montrant que les souffrances au travail sont en réalité une très vieille histoire. Alors est-ce qu'on peut en savoir plus? À quel point est-ce qu'elle est vieille, cette histoire? Alors c'est une histoire qui est très vieille, elle a plus d'un siècle. C'est-à-dire que dès le début du XXe siècle, en fait, on commence à s'intéresser aux questions de souffrance liées au travail et de souffrance psychique. Et en fait, un exemple qui, je pense, parlera à tout le monde qui s'intéresse à ce sujet, c'est le film de Charlie Chaplin, Les temps modernes, qu'on est nombreux à avoir vu, voilà, qui est disponible sur YouTube pour celles et ceux que ça intéresse. Et dans ce film, qui est donc du coup une satire des transformations du capitalisme de l'époque, avec le développement des grandes usines, du travail à la chaîne, dans la métallurgie, dans les usines d'automobiles, etc., en fait, il dénonce les conditions de travail des ouvriers de l'époque qui font un travail qui est extrêmement répétitif, extrêmement monotone, qui peut être dur physiquement, qui ont des très longues journées de travail. Et c'est un travail qui épuise le corps, mais qui épuise aussi l'esprit. Et dès cette période-là, début du XXe siècle, on commence à parler de fatigue nerveuse pour désigner justement cette fatigue un peu nouvelle qui est très méconnue à l'époque. Et alors, justement, cette notion de fatigue nerveuse qui apparaît dans les années 30, qu'est-ce qu'elle recouvre exactement? Oui. Alors, elle recouvre des choses qui sont assez proches de ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out, par exemple. Donc, c'est une fatigue qui est déjà une fatigue physique, mais pas seulement. C'est une fatigue dont on ne se remet pas malgré le fait de se reposer. Et elle recouvre donc des problèmes un sentiment d'épuisement émotionnel, une perte de sens au travail, une démoralisation, un sentiment d'être facilement énervé, facilement irritable. Et elle peut aussi se manifester par tout un tas de troubles physiques, comme des maux de ventre, des problèmes cardiovasculaires, des troubles du sommeil aussi. Donc c'est vraiment une fatigue qui atteint très fortement le physique, mais aussi l'esprit, le psychique. Et à l'époque, on parle de nerfs pour désigner ce qu'on appelle aujourd'hui le psychisme. D'accord. Donc en fait, beaucoup d'éléments que vous évoquez, qu'on retrouve aujourd'hui dans le vocabulaire lié à la souffrance au travail. Et alors, après 1945, vous dites que la CGT dénonce la fatigue nerveuse qui est provoquée par le taylorisme. Est-ce qu'on peut revenir d'abord rapidement sur ce qu'est le taylorisme pour celles et ceux qui l'ignorent ou pour rafraîchir la mémoire des étudiants et élèves que nous étions, et nous dire pourquoi cette cause ne s'est pas durablement imposée dans l'agenda syndical? Oui. Alors le taylorisme, c'est une méthode d'organisation du travail qui repose sur une idée très simple qui est de dire, plutôt que de confier à un ouvrier une tâche dans son ensemble, par exemple, on va dire construire une voiture, on va mettre ensemble un ouvrier et on va diviser toutes les tâches qui supposent d'être faites pour construire cette voiture et on va confier à chaque ouvrier une tâche très petite et du coup il va pouvoir refaire cette tâche à l'infini et être spécialisé, être plus efficace dans cette tâche. Et donc le taylorisme, c'est le fait de découper le travail en plein de petites tâches et qui sont souvent en fait très monotones, très ennuyeuses. Voilà. Et après, il y a ce qu'on appelle le Fordisme, j'en profite pour ajouter, l'innovation entre guillemets du Fordisme, c'est le fait d'avoir ajouté à cette question de la séparation en petites tâches du travail, la chaîne de travail,
Et donc, c'est voilà, les usines avec des chaînes de montage, et devant les chaînes de montage, des ouvriers qui font la même tâche à répétition, quoi. D'accord. Et pourquoi, du coup, la fatigue nerveuse, elle ne s'est pas durablement imposée dans l'agenda syndical? Oui. Alors, c'est ça qui m'a beaucoup surpris quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, c'est que donc on voit que ça apparaît dans les années 30, ça explose dans les années 45, enfin, en tout cas, c'est un sujet qui est très présent aussi parce que voilà, beaucoup d'usines sont taylorisées, introduisent le Fordisme en France, mais aussi dans des administrations comme les PTT. Et les syndicats, notamment la CGT, donc la Confédération Générale du Travail, qui à l'époque est le premier syndicat français, s'emparent de cette question parce qu'il y a de nombreux ouvriers et beaucoup d'ouvrières aussi qui se plaignent des conditions de travail, qui ont ces problèmes de fatigue nerveuse. Et ça ne s'impose pas dans l'agenda syndical pour différentes raisons. C'est qu'il va y avoir pendant une dizaine d'années des mobilisations autour de ces sujets, mais qui après vont se calmer, vont s'arrêter pour diverses raisons. Il y a aussi une difficulté des syndicats à faire reconnaître cette fatigue nerveuse comme une maladie professionnelle, c'est-à-dire à faire en sorte qu'elle puisse être prise en charge par la sécurité sociale et reconnue juridiquement. Et après, il y a aussi un autre élément plutôt lié au fonctionnement des organisations syndicales, c'est que les questions de santé au travail sont des questions importantes pour les syndicats, mais qui sont un peu plus secondaires et qui ont souvent été mises derrière les questions d'amélioration de salaire ou de lutte pour l'emploi, notamment. On va faire un bond de quelques décennies, parce que vous soulignez le rôle des mobilisations ouvrières et notamment féminines dans les années 60-70. En quoi est-ce que ces luttes, elles ont contribué à remettre cette question de la souffrance au travail sur la table? Oui. Alors ces luttes, elles sont très importantes et elles sont assez décisives dans l'histoire qui nous intéresse, hein, parce que donc c'est des luttes qui surviennent dans les années 60, de femmes principalement, qui travaillent dans des usines textiles, mais aussi qui fabriquent des téléviseurs, des postes de radio, voilà, tout un ensemble d'objets qui représentent la modernité de l'époque, associés aux Trente Glorieuses. Et en fait, ces femmes, elles ont un travail très dur, très pénible, extrêmement répétitif. Elles sont souvent payées à la pièce. Donc, c'est-à-dire que plus elles produisent, plus elles sont payées. Elles font des très longues journées de travail. Et elles ont tous ces problèmes de fatigue nerveuse dont on parlait au début de notre échange. Et en fait, ces femmes, elles vont se mobiliser et elles vont dénoncer leurs conditions de travail et l'impact sur la santé psychique. Et elles sont décisives aussi parce que justement, en faisant ça, elles vont prendre à rebours tout un discours médical et aussi patronal qui est extrêmement répandu à l'époque et qu'on peut encore retrouver aujourd'hui, qui va dire qu'en fait, si ces femmes ont des problèmes de fatigue nerveuse, font à l'époque ce qu'on appelle des crises de nerfs, c'est parce qu'elles sont fragiles. En tant que femmes, elles sont plus fragiles que les hommes, elles résistent moins à des formes de pression, ou alors on va mettre en cause leur vie en disant c'est des femmes qui sortent beaucoup, elles ne sont pas mariées, elles mènent une vie un peu décousue, et donc c'est ça qui les épuise, ce n'est pas tellement leurs conditions de travail. Et parmi les éléments que vous évoquez, quels sont ceux qu'on retrouve encore aujourd'hui dans ces discours? Dans ces discours sur les questions de souffrance au travail, on a l'impression que c'est systématiquement nécessaire en fait, de remontrer que ces souffrances elles sont liées à l'organisation du travail et aux conditions de travail, et pas à des fragilités individuelles. Et ça, c'est un discours qui est encore très présent, à la fois par un manque de formation aussi sur ces questions-là, parce que on a souvent tendance à penser que ce qui est psychique, en fait, ça se passe dans la tête, donc ce n'est pas forcément lié à l'environnement matériel immédiat. Et ça, c'est un vrai obstacle à une prévention efficace, justement. Alors, dans les années 80-90, il y a un tournant qui est l'apparition du mot stress. Qu'est-ce que ce terme change dans la perception publique des souffrances au travail? Oui. Alors ça aussi, c'est un autre moment important de cette histoire, c'est que à partir des années 80-90, on va abandonner un peu cette catégorie de fatigue nerveuse et on va se mettre à parler de stress. Et en fait, il y a plusieurs changements. Un premier changement important, c'est qu'on va avoir de nouvelles études scientifiques très solides avec une nouvelle démarche, plutôt basée sur l'épidémiologie, donc beaucoup d'enquêtes par questionnaire auprès de vastes échantillons de population, de plusieurs milliers de salariés qu'on interroge sur leurs conditions de travail. Et ces études, elles sont couplées à des travaux médicaux qui vont... il y a tout un tas de marqueurs biologiques quand on a des problématiques, quand on est stressé, en gros, dans le corps. Et elles vont montrer en fait que des conditions de travail qui sont les mêmes que celles qu'on dénonçait 10 ou 20 ans plus tard, c'est-à-dire un travail répétitif, monotone, etc., en fait, génèrent tout un tas de troubles, des dépressions, ce qu'on appelle des troubles anxieux, mais aussi des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de troubles digestifs. Et en fait, ces études, elles sont vachement importantes parce qu'elles vont permettre vraiment de donner une assise scientifique et une légitimité très forte au discours qui dénonce l'impact des mauvaises conditions de travail sur la santé mentale. Et un autre élément qui est important, c'est que ces études, elles vont être reprises après par des organismes internationaux, comme l'Organisation internationale du travail, qui vont leur donner une large diffusion. Et du coup, ça va permettre de légitimer cette approche qui fait le lien entre le travail et la santé mentale. Donc c'est vraiment le fait que des scientifiques se saisissent de la question qui va donner une portée un peu plus grande, je dirais, à cette question des souffrances. Oui, absolument. Et ce qui est important de préciser, c'est que c'est
C'est une alliance en fait entre des scientifiques et ces organisations internationales dont je parlais, comme l'Organisation internationale du travail, mais c'est des scientifiques qui ont aussi une volonté de produire des savoirs critiques de l'organisation du travail, parce qu'il y a plusieurs approches du stress, hein. Il y a aussi une approche qui va dire que le stress, c'est plutôt justement encore une fois un problème individuel, lié à la manière dont les gens perçoivent leurs conditions de travail, perçoivent leurs ressources, perçoivent leurs charges de travail. Et donc dans cette approche, il vaut mieux agir sur les personnes, les former à la gestion du stress par exemple, au management, plutôt que modifier l'organisation du travail. Et ces savoirs dont je parlais, qui dénoncent l'organisation du travail, justement, ils prennent à rebours cette approche individualisante et un peu psychologisante du stress. Et est-ce que ce tournant donc, des années 80-90, est-ce qu'il n'est pas dû au fait que ce sont désormais des cadres qui sont touchés et que de fait la question devient plus importante et plus médiatique dans la société? Oui, absolument. Ça, c'est un changement aussi assez majeur, hein. En France, en tout cas, c'est que dans les années 90, on a cette explosion des articles de presse, des émissions sur la question du stress, etc. Mais on parle alors du stress des cadres. On a abandonné les catégories ouvrières et employées quand on en parle, qui pourtant restent encore les personnes qui sont les plus exposées à tout un tas de facteurs de risque mauvais pour la santé mentale. Et en fait, il y a des travaux qui montrent que cet intérêt médiatique, il est lié aussi au fait que les journalistes se reconnaissent en fait dans le statut de cadre, ils se reconnaissent dans les dégradations des conditions de travail que connaissent à l'époque les cadres. Et il y a aussi un marché en fait économique, de la presse, notamment de la presse économique, en direction des cadres. Et donc du coup, elle voit dans la question du stress professionnel une manière d'intéresser les cadres et de leur parler d'un sujet qui les touche de manière importante, quoi. Dans le livre, vous revenez longuement sur les suicides en entreprise, alors notamment chez Renault et France Télécom. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ces événements qu'on a tous en tête ont constitué une rupture, en tout cas en France? Oui. Alors, ils constituent une rupture à plusieurs niveaux, hein. Le premier, c'est que on a cette médiatisation qui s'opère autour des cadres dont je parlais, mais là, en fait, avec les suicides qui surviennent chez France Télécom et chez Renault, on franchit un cap. C'est-à-dire que il y a un documentaire qui est excellent, qui s'appelle Par la porte ou par la fenêtre, qui revient sur cette histoire et qui montre qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un nouveau suicide chez France Télécom à cette période-là, ça fait la une des journaux télévisés. Donc c'est vraiment, il y a une médiatisation sans précédent. Et cette médiatisation, elle est très importante aussi parce que France Télécom et Renault sont des entreprises qui étaient publiques ou anciennement publiques, dont l'État est encore actionnaire. Et donc, en interne de ces entreprises, il y a des syndicats alliés à des scientifiques qui dénoncent justement les très fortes réorganisations qui sont menées pour réduire les coûts et augmenter les profits, pour le dire très simplement. Et en fait, du fait du caractère public de ces entreprises, ou anciennement publiques, l'État est sommé de prendre position sur cette question des souffrances au travail et de santé au travail. Et ça, à l'époque, c'est très nouveau, parce que l'État, le ministère du Travail, s'occupe très peu des questions de santé au travail. Beaucoup des questions d'emploi, de salaire, mais les questions de santé au travail sont très peu, c'est très peu un sujet de débat politique et d'action pour ce ministère-là. Et ça, c'est vraiment un changement sans précédent. Et alors un changement qu'on peut voir peut-être aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la santé mentale, alors pas seulement au travail, mais à l'échelle globale, était la grande cause nationale. Est-ce que pour vous, ça marque un changement? Alors, c'est très paradoxal. Ça marque un changement dans le sens où on peut tout à fait se féliciter du fait que les pouvoirs publics s'emparent de cette question, la mettent sur le devant de la scène. Mais là où ça ne marque pas un changement, de mon point de vue en tout cas, c'est que quand on regarde par exemple donc la charte pour la santé mentale qui a été promue par le ministère du Travail et par notamment l'Alliance pour la santé mentale, on s'aperçoit que la priorité est donnée à des mesures individuelles. C'est-à-dire qu'on va suggérer des formations, de l'accompagnement de salariés individuels, de salariés, pardon. On va suggérer aussi d'encourager la pratique du sport, de lutter contre la sédentarité, tout un tas de choses qui sont un peu d'une certaine manière extérieures au milieu de travail. Et on va aussi encourager le dialogue sur la question des conditions de travail. Et là, on est déjà plus, avec le dialogue sur les conditions de travail, sur la véritable cause des problèmes qui se situent dans le travail. En revanche, on n'a pas de mesures vraiment contraignantes, ou en tout cas de mesures vraiment fortes d'incitation. Or, ce qu'on observe, c'est que la plupart du temps, en l'absence vraiment de mesures contraignantes pour les directions d'entreprise, ce sujet de la souffrance au travail, il est très régulièrement mis dessous la table, en fait. On a des chiffres de la DARES, le ministère du Travail, qui nous montre qu'en fait, il n'y a que seulement moins d'un quart des entreprises qui modifient l'organisation du travail pour s'occuper de ces questions-là. Donc, on voit qu'il y a encore une difficulté pour les directions d'entreprise à s'en saisir, et surtout à s'en saisir en agissant sur le travail et pas sur des facteurs individuels. Et ça, c'est encore quelque chose qui perdure très fortement aujourd'hui. Donc finalement, ce nœud entre une appréhension individuelle qui dessert finalement la question des souffrances au travail et l'appréhension dans son aspect collectif perdure encore quelque part.
Ouais, absolument, ça perdure et c'est encore quelque chose de très fort. Et du coup, on a l'impression qu'il faut systématiquement batailler et pour rappeler que on sait maintenant depuis très longtemps, avec des études scientifiques qui sont très solides, hein, ça c'est important de le rappeler, des études scientifiques en sociologie, mais aussi en gestion, enfin en sciences de gestion, en médecine, en épidémiologie. Il y a énormément de savoirs qui nous permettent de démontrer que tout un tas de conditions de travail sont reconnues comme étant dangereuses pour la santé mentale. Et malgré l'importance de ces savoirs et aussi tous les outils de prévention dont on dispose, on a encore cette approche individuelle qui perdure et qui occulte les vraies causes du problème. On va revenir sur le rôle qu'ont joué les syndicats, notamment dans la politisation de ces souffrances. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Alors ils ont fait plusieurs choses. Déjà, ils ont joué un rôle déterminant, hein, je pense que c'est important de le dire, et c'était le propos de l'ouvrage. C'était pas mon... Ça, c'est une conclusion à laquelle je suis arrivé, hein. C'était pas mon intention initiale et j'ai même été surpris de ce constat. Donc ils ont déjà participé activement à la production de savoir sur ces questions-là. On parlait des années 50-60 et de la CGT. En fait, la CGT fait partie des premières organisations qui vont demander à des psychiatres d'étudier cette fatigue nerveuse pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière, quelles sont les conditions de travail qui sont problématiques. Et donc, du coup, tout au long du siècle, ils ont impulsé, avec l'aide de scientifiques, des travaux de recherche pour mieux comprendre ces souffrances et mieux comprendre les liens avec le travail. Ils se sont mobilisés depuis très longtemps, depuis les années 50, pour demander justement la reconnaissance de ces souffrances, des formes de dépression, de burn-out, etc., en maladie professionnelle et leur prise en charge par la sécurité sociale, sans y arriver malheureusement, pour voilà, notamment un refus de la part des organisations patronales d'aller dans cette direction. Et après, ils ont participé malgré cette difficulté à le faire reconnaître en maladie professionnelle, à élargir la réglementation et le droit du travail sur ces questions-là et à renforcer les obligations qui pèsent sur les employeurs en matière de prévention de la santé mentale. Vous avez bien insisté sur leur investissement dans la lutte contre les souffrances au travail, mais pourtant vous dites aussi que ça n'a jamais été un combat central de leur cause. Qu'est-ce qui a fait que le sujet n'a pas été appréhendé comme un sujet principal? Oui, alors ça c'est une question complexe et c'est vrai que c'est une situation paradoxale aussi, hein. C'est que si on regarde les organisations syndicales avec avec une forme de transparence, on voit à la fois leur rôle pionnier, mais on voit à la fois ce mouvement de va-et-vient, c'est-à-dire qu'ils s'emparent de ces questions-là, notamment quand il y a des mobilisations sociales importantes, notamment quand ils peuvent faire le lien avec des enjeux de syndicalisation, et en même temps, régulièrement, le sujet passe un petit peu au second plan. Et ça, c'est lié à plusieurs raisons. De mon point de vue, la principale, c'est que les questions de santé au travail en France, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est des questions qui sont très peu débattues politiquement. C'est-à-dire que la question de l'emploi, par exemple, est une question qui revient régulièrement dans le débat public. La question de la fiscalité aussi, on en a un bon exemple au moment où on se parle, où il est question d'élaborer le budget pour notre pays. Et les questions de santé au travail, en fait, le choix qui a été fait par l'État, c'est de dire que ces questions-là vont être traitées par les organisations syndicales et patronales dans des arènes paritaires où ils vont négocier sur les normes d'exposition, sur des outils de prévention, etc. Et donc, du coup, elles ont été retirées du débat public. Et ça a fait que ces questions-là sont devenues plutôt des questions techniques, prises en charge par des militants syndicaux spécialisés sur ce sujet-là, et pas vraiment des questions centrales dans les agendas syndicaux revendicatifs, parce qu'elles sont moins centrales dans le débat public. L'ouvrage met beaucoup en lumière le rôle des conseillers techniques dans les confédérations. Est-ce que vous pouvez d'abord nous définir ce que sont ces conseillers techniques? Oui, alors c'est des acteurs de l'ombre qui sont très peu connus, hein, et de l'ombre parce que justement quand on pense aux organisations syndicales, on va plutôt avoir en tête les figures qu'on voit à la télévision, voilà, Sophie Binet pour la CGT, Marie-Lise Léon pour la CFDT par exemple, qui elles sont donc les principales responsables de leur organisation, et il y a tout un tas de responsables politiques de premier plan, mais ces responsables politiques sont aidés en fait dans leur activité quotidienne par justement ces conseillers techniques, qui sont des gens qui sont en charge de dossiers, qui préparent, qui élaborent pour aider les premiers dirigeants de leur centrale syndicale. Et alors, pourquoi leur rôle est décisif sur la question des souffrances au travail? Et leur rôle est décisif parce que justement, comme cette question de santé au travail était importante, mais jugée moins importante que d'autres sujets, en fait, ce sont ces conseillers techniques qui s'en sont occupés, et ce, depuis très longtemps. Et eux, ils ont régulièrement mis en place tout un tas d'actions et d'activités autour de ces questions-là. Et donc, du coup, ils ont participé aussi à construire un peu la politique revendicative, syndicale, aussi bien de la CGT que de la CFDT. Aujourd'hui, on parle énormément de bien-être au travail, des souffrances aussi au travail. Est-ce que ça ne masque pas un peu la réalité que vous décrivez? En effet, ça la masque pour les raisons qu'on évoquait précédemment, c'est-à-dire qu'on va plutôt parler de bien-être
plutôt que de risques professionnels. Alors que dans la réglementation, dans le droit du travail, ce qu'il faut prévenir, ce sont les risques au travail. Évidemment, favoriser le bien-être, tout le monde est pour, mais si on en parle comme ça reste un peu vague. Et la meilleure manière de favoriser le bien-être, ça reste de faire ce que nous recommande le Code du travail, c'est-à-dire de lutter contre les risques, de lutter contre les mauvaises conditions de travail et de prévenir ces risques. Et pour ça, il y a tout un tas d'outils de prévention qu'on peut utiliser et il y a une obligation de la part des employeurs. De mon point de vue, c'est plutôt dans cette direction-là qu'il faut aller, notamment voilà, en luttant contre ce qu'on appelle les facteurs de risque psychosociaux, que sont voilà, l'intensité du travail, le manque d'autonomie, la perte de sens au travail, le fait d'être dans des situations où on doit masquer ses émotions, continuer à faire bonne figure, même quand on se fait insulter par un client au téléphone, par exemple. Tout ça constitue des facteurs de risque psychosociaux et ces facteurs-là sont bien connus, bien étudiés, et on est beaucoup plus efficace quand on lutte contre ces facteurs-là plutôt que quand on essaie de faire une promotion du bien-être un peu vague. Oui, vous l'avez dit, est-ce que ça ne serait pas un peu le syndrome baby-foot ou table de ping-pong, alors que vous rappelez bien que derrière, ce sont des obligations. Est-ce qu'on peut revenir sur quelques-unes de ces obligations ensemble? Bien sûr. Alors la principale obligation qui me semble décisive de connaître, c'est ce qu'on appelle l'article L4121-1 du Code du travail. Alors le chiffre est un peu technique, mais c'est l'obligation générale de prévention de la santé et de la sécurité pour les employeurs. Prévention de la santé et de la sécurité de leurs salariés, et aussi bien de la santé physique que de la santé mentale. Et donc ça veut dire que dans une entreprise, un employeur doit veiller, votre employeur, mon employeur, à ce qu'on ne soit pas en danger dans notre travail, et justement à ce qu'on ne soit pas exposé à des facteurs de risque psychosociaux. Et cette obligation, elle se décline de plusieurs manières. Il faut notamment pour ça lutter contre les risques à la source, c'est-à-dire agir sur l'organisation du travail. Est-ce que, en tant que chercheur, vous êtes consulté par des acteurs publics? Est-ce que ça arrive souvent, vous ou des collègues? Ou justement, est-ce que c'est un élément que vous regrettez un peu, cette manque de visibilité des chercheurs? Alors la visibilité, elle est très variable hein, selon les chercheurs. Moi, ça m'arrive d'être consulté plutôt par des organisations syndicales ou plutôt par des professionnels, des médecins du travail, des psychologues du travail, voilà, des acteurs de terrain, on va dire, moins par des décideurs politiques. Peut-être que ça viendra, on verra. Et je pense qu'il y a la question effectivement de la consultation, mais il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on fait des préconisations qui sont faites. Parce qu'il y a beaucoup de collègues à moi, que ce soit des économistes, des sociologues, des gestionnaires, voilà, des chercheurs, qui font tout un tas de recommandations pour améliorer l'organisation du travail. Et encore une fois, évidemment, les problématiques sont complexes, mais on est quand même très outillé parce qu'il y a énormément de connaissances scientifiques sur lesquelles on peut s'appuyer. Et force est de reconnaître que ces préconisations-là ne sont pas forcément retenues par les décideurs politiques. Alors on l'a évoqué un peu durant l'entretien, mais l'ouvrage est issu d'un travail de thèse. Qu'est-ce qui a évolué? C'est un travail qui est long, sur plusieurs années. Voilà. Est-ce que vous aviez des idées préconçues au moment d'aborder le sujet? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé, en tout cas, dans ce travail sur le temps long? Oui. Bah, ce qui m'a le plus frappé, alors moi, il faut voir, j'ai commencé ce travail il y a une dizaine d'années, hein, donc à cette époque-là, je ne connaissais pas bien le monde syndical. Et j'avais sur le monde syndical tout un tas d'idées préconçues qu'on peut avoir, voilà, aussi alimentées par certains médias, où quand on pense syndicalisme, on va plutôt penser à la grève, on va plutôt penser aux luttes contre les réorganisations d'entreprises, des fois au barbecue devant les usines, des images un peu d'Épinal. Alors qu'en réalité, le travail syndical est un travail quotidien, besogneux, peu visible, d'accompagnement des salariés, de réunion avec les directions d'entreprise, avec les managers, et vraiment un travail d'appui quotidien, de terrain, et qui est essentiel. Hein. Dans les entreprises où il y a des organisations syndicales qui font correctement leur travail, on a des très bonnes conditions de travail, en tout cas des meilleures conditions de travail et de conditions d'emploi que dans les entreprises où ils ne sont pas présents. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Alors, à la lumière de votre enquête, quels sont les principaux angles morts aujourd'hui? Si vous deviez vous adresser à des responsables politiques, qu'est-ce que vous leur diriez? Quelle serait la priorité, en tout cas, selon vous? Oui. Ben, le principal angle mort, c'est justement la permanence de cette approche individualisante, voire psychologisante des souffrances au travail. Psychologisante, c'est-à-dire qu'on va plutôt renvoyer à ce qui se passe dans la psyché de l'individu, dans son fort intérieur, pour comprendre ses souffrances, bien plus qu'à ses conditions de travail. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé aussi quand j'ai rédigé cet ouvrage, c'est de voir la permanence de cette approche-là et de ces discours, alors même qu'elle est contredite par tout un tas de travaux scientifiques. Et un autre élément qui est essentiel et qui serait un conseil que je donnerais si les décideurs nous écoutent, c'est qu'on voit qu'en fait, ce qui marche, c'est aussi quand on renforce le pouvoir des salariés, donc le droit des salariés et de leurs représentants, les représentants du personnel, les syndicalistes, mais aussi de la médecine du travail, des inspecteurs du travail, des inspectrices du travail.
de tous ces acteurs en fait, qui sont aussi là pour venir en appui aux directions des entreprises et pour les accompagner et les aider à mettre en place leur obligation de prévention. Et quand on renforce ces acteurs-là, qu'on crée des contre-pouvoirs dans l'entreprise, ça permet vraiment d'aller sur une prévention des risques qui est efficace et qui est facteur de bien-être pour les salariés, si on veut en parler en ces termes. Donc multiplier les interlocuteurs, si j'ai bien compris, Rémi. Alors, il y a une nouvelle tradition dans cette émission, ce sont les conseils lecture. Est-ce que pour les auditeurs et auditrices qui seraient désireux ou désireuses de prolonger la réflexion, vous avez 3 conseils lecture? Oui, alors j'ai 3 conseils lecture. Un premier conseil lecture, c'est un ouvrage qui s'appelle Burnout militant, comment militer sans se cramer, qui a été écrit par Simon Cotin-Marx et Hélène Balazar, qui est un ouvrage qui fait écho à celui-ci, mais qui va aborder la question du burn-out, mais dans les organisations, dans des associations, dans des collectifs de salariés, de travailleurs ou de bénévoles qui essayent de changer le monde, comme on dit, et comment est-ce qu'on peut militer dans la durée. Un deuxième ouvrage, ça s'appelle Gilet bleu. C'est un ouvrage qui parle de Decathlon, donc une entreprise que tout le monde connaît, qui est écrit par 2 collègues qui s'appellent Karel Lyon et Maxime Kijou, et qui interroge justement cette question de l'autonomie au travail, et dans une perspective de prendre au sérieux les discours des directions d'entreprise et des managers qui justement disent qu'il faut donner davantage d'autonomie aux salariés voilà, et donner plus de pouvoir aux salariés. Et l'idée, c'est d'essayer de voir qu'est-ce que ça produit, comment ça marche. Et mon troisième conseil, c'est un ouvrage qui s'appelle Le dialogue social sous contrôle, qui est un ouvrage collectif dirigé par Baptiste Giraud et Jérôme Pellis, et qui là revient justement sur les évolutions du dialogue social et de la négociation collective, et qui, je pense, pourra intéresser des cadres d'entreprise, des dirigeants, des managers qui sont directement impliqués dans ces négociations et dans faire vivre ce dialogue social au quotidien. Rémi, merci beaucoup pour ces conseils lecture. J'espère qu'on recevra très prochainement ces auteurs et autrices sur le plateau de Période d'essai. Alors, Se tenir debout, un siècle de lutte contre les souffrances au travail, c'est publié aux éditions La Dispute et disponible déjà en librairie. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Période d'essai.